Ok, donc le live est lancé, je crois, c'est ça? Bon, bah bonjour à tous. Bonjour à Bonjour, tous. bonjour Aurélien. Ça va? Salut Alexandre. Très bien. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Du coup, on se retrouve tous ensemble pour parler un petit peu de reconversion, reconversion professionnelle et plus spécialement dans le milieu du numérique, du coup. Ouais, on va peut-être prendre un peu la température, Alexandre, Ouais, parce que ouais, ouais, habituellement, c'est le genre effectivement. de meet-up qu'on organisait enfin, il y a quelques années de ça en présentiel. Donc forcément, là, on ne peut pas vous voir et ça rend la chose un peu particulière, hein. Pour rien vous Mm. cacher, on aurait bien voulu voir vos visages en face de nous et peut-être partager une bière aussi à l'occasion à la fin du live. Donc voilà, si vous voulez nous faire un petit coucou, nous dire comment vous allez, comment vous vous sentez aussi, n'hésitez pas, il y a le petit chat à côté. Et puis on va pas tarder à démarrer. On a un gros sujet à traiter, celui de la reconversion et dans les métiers du développement web. Donc Alexandre a pas mal de choses à vous dire et j'espère qu'on répondra au maximum à vos questions. Salut Julien, salut Marie, salut JP. Bon, je raccourcis, hein, je veux pas écorcher vos noms, vos pseudos, comme on dit. Bon, l'avantage avec Marie, c'est qu'on n'aurait pas pu se voir du coup parce on n'est Salut pas Hugo. présent sur Toulouse, mais on C'est a vrai. beaucoup d'activités. Donc ravi de vous voir avec nous, Marie. Salut Hugo. Salut, bonsoir. C'est bien, déjà ça participe un petit peu dans le chat, c'est cool. N'hésitez pas d'ailleurs, on va le dire avant de commencer, mais n'hésitez pas à participer, à poser des questions, si vous avez des besoins de précision sur les choses qu'on va aborder. N'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'y répondre le plus possible, si ça rentre dans le scope du meet-up. Après voilà, si c'est des choses, d'autres questions qui n'ont pas forcément dans le cadre de la reconversion, on pourra aussi en discuter, mais peut-être un peu plus tard. N'hésitez pas voilà, à poser vos questions tout au long du meet-up dans le chat. Écoute, je te Super, du coup, super Julien, c'est une bonne nouvelle ça. Et bah, au bon endroit, Julien, ouais. t'es au bon endroit. Bonsoir Sève, Doris. On va commencer peut-être? Je sais pas. Est-ce qu'on attend encore un petit peu? Je pense qu'on peut y aller, hein. Ok, bon bah super. Ce que je te Donc, propose, Alexandre, c'est que tu puisses te présenter, enfin, on va se présenter tous les deux, du coup, pour remettre un peu de contexte à tout ça. effectivement. Eh bien, bah, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Tual. Je suis donc, comme la petite carte vous le dit, voilà, je suis développeur PHP Symfony essentiellement. Je fais aussi un peu de JavaScript. Ça va faire 2 ans que je suis développeur pro et que je bosse pour l'InValue. Voilà, Et ça fait 2 ans, donc j'ai 34 ans pour la petite présentation. Donc j'ai fait d'autres choses avant. J'ai bossé 10 ans dans d'autres domaines à un moment donné, reconversion professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour vous présenter un petit peu le parcours, ce qui s'est passé. Voilà. et de mon côté, donc Aurélien, moi j'ai un parcours aussi. Alors, j'ai pas fait de reconversion, j'ai pris un tout petit virage parce que je suis issu du monde de la com. J'ai 37 ans, du coup, donc on fait partie quand même des anciens, un peu, Alexandre, là, hein. Moi aussi, du coup, j'avais une autre vie, en effet, pro avant, donc dans la communication, et j'ai rejoint LinkValue donc en mars 2020 pour bosser sur des fonctions de recruteur. Je suis recruteur, du coup, pour la structure depuis 1 an et demi. J'ai effectué ce petit virage en recrutement il y a quelques années de ça. Et je continue à recruter du coup des profils comme Alexandre et d'autres sur les 3 implantations, Lyon, Paris et Lille. Donc du coup, voilà, vous aurez l'occasion bah, ce soir d'avoir mon témoignage, on va dire, sur ma reconversion professionnelle et aussi bah, le témoignage du coup d'Aurélien qui pour le coup a plus le côté recruteur et qui peut aussi nous donner des tips, etc. sur la reconversion professionnelle. Voilà.
Donc globalement, l'objectif du meet-up, bon, on va le rappeler rapidement, mais ça va être échangé voilà, sur les bonnes pratiques et ce que j'ai pu mettre en place ou ce qu'on a pu mettre en place lors de reconversion voilà, avec Aurélien. Avoir un regard croisé un peu sur la reconversion professionnelle, donc comme je vous disais juste avant, avec le regard d'Aurélien et le mien. Et puis, n'hésitez pas, comme je le disais au tout début du live, c'est à poser toutes vos questions. Vraiment, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions. On se pose tous des questions, donc n'hésitez pas. C'est exactement l'endroit où il faut les poser et on essaiera au maximum d'y répondre. Euh, Au maximum d'y répondre. Et si c'est pas pendant le live, enfin pendant la discussion, ce sera peut-être à la fin où on reviendra sur les questions pour essayer voilà, de répondre à tout le monde. Si on n'a pas eu l'occasion de le faire, vous avez aussi nos adresses mail dans la présentation, donc n'hésitez pas, vous pourrez nous retrouver assez facilement, moi pour ma part sur LinkedIn. Alexandre, je pense que toi tu dois être quand même assez sollicité sur ce canal, il y a peut-être d'autres canaux qui sont plus intéressants pour toi, donc Oui, alors je sais plus, je crois que sur la Slack de début ou de fin, donc il y a mes coordonnées, donc n'hésitez pas hein, si à un moment donné vous avez envie de poser des questions un peu plus en off, on va dire, n'hésitez pas, moi j'y répondrai volontiers. Je le fais de temps en temps via les anciennes plateformes, via Open Classroom, etc. Par exemple, je réponds de temps en temps à des questions d'étudiants, etc. Donc ça me dérange pas du tout et ça me fait même plaisir si je peux donner un peu de conseils voilà, sur des choses que j'ai pu faire, ça me va. Voilà, bon, on va avancer un peu. allez, on fait peut-être une petite parenthèse sur Link Value. Effectivement, on peut présenter la boîte pour laquelle on travaille. Et c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Donc, une entreprise de conseil et de réalisation IT. On est implanté, comme je vous le disais, sur 3 villes, Paris, Lyon et Lille. Dans l'idée, on recrute principalement des profils développeurs à tout niveau de seniorité voilà, sur les stacks que vous pourrez retrouver également sur notre site. On a refait notre site très récemment et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à la com qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce petit meet-up. Donc, vous pourrez aller voir le site link-value.fr où on recense en effet toutes les infos. Et on a un blog qui est très actif aussi et qui peut être utile dans vos projets de veille sur tous les sujets que l'on est amené à traiter au sein de la structure. Voilà, on a une centaine de collaborateurs aujourd'hui, un peu plus de 100. Création en 2014, je crois. Donc oui, on va fêter nos 7 ans bientôt là, le mois prochain, et on pourra vous en dire un peu plus aussi si ça vous intéresse, mais c'est pas le cœur du sujet. Le sujet, vous l'avez là, et il va concerner essentiellement du coup Alexandre et ce qu'il a pu vivre au travers de sa reconversion dans le numérique. Je te laisse peut-être aborder du coup les quelques points, Alexandre. Du coup, vous avez tous le sommaire, j'imagine, sous les yeux. On va essayer de respecter un petit peu hein, le sommaire, même si voilà, c'est pas forcément facile des fois de pas déborder, mais voilà, on va essayer de respecter un petit peu, voilà, pourquoi j'en suis arrivé là, aborder un petit peu voilà le contexte du marché, etc. Ce à quoi j'ai été confronté, ce à quoi vous êtes confronté, parce que c'est pas forcément la même chose que moi il y a 2 ans. Voilà, il y a le Covid qui est passé par là, il y a plein de choses. Les difficultés que j'ai pu rencontrer tout au long de ma formation, la recherche d'emploi, rémunération, parce que mine de rien, ça reste quand même un peu un gros sujet et un sujet très intéressant. En tout cas, un sujet sur lequel on n'a pas forcément beaucoup d'informations au départ. Et puis voilà, on va essayer de donner des petits tips, des petites choses où en tout cas moi j'ai eu l'impression que ça m'a aidé. Et puis le futur, voilà, ce qui m'attend, etc. En tout cas, ce sur quoi j'ai envie d'aller par la suite. Si ça vous intéresse. Voilà. Donc, du coup, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans une reconversion professionnelle dans le milieu du web? Bon, pour faire rapide, j'ai bossé 12 ans dans l'animation socio-culturelle. J'ai été animateur, puis directeur d'accueil de loisirs. J'ai bossé pour plusieurs collectivités. J'ai travaillé pour des associations et comment on appelle ça? Des colos, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai un petit peu touché à tout dans l'animation. J'ai pas fait de club med, mais voilà, je suis resté plutôt centré sur l'animation de ville, l'animation d'accueil de loisirs, etc. Après l'école, ce genre de choses. Je manageais jusqu'à des équipes de 15 personnes, par exemple. Et en fait, tout au long
de mon travail souvent avec les ados. J'ai pas mal touché à l'informatique, pas mal touché à des blogs, ce genre de choses, parce que c'est dans l'air de temps. Hein, voilà, on a construit des PC de récupération avec des OS très légers, ce genre de choses. Donc on a essayé de. J'étais dans ce qu'on appelle une ZEP, c'est les zones prioritaires. Et en fait, du coup, on avait pas mal d'enfants qui n'étaient pas forcément très orientés numériques, qui n'avaient pas forcément accès. Et donc, du coup, nous, on participait à leur donner un petit peu accès au numérique. Voilà. Et du coup, à un moment donné, j'ai voulu effectuer un petit virage et utiliser mon expérience pour monter une association, enfin une petite entreprise. Et donc, pour ça, il me fallait un site web. Donc, je me suis formé globalement pour pouvoir monter un site web. Ça m'a plu. C'était de la formation en autodidacte pendant une petite année parce que je devais garder mon fils qui en avait pas de nounou. Je devais garder mon fils, donc il y a eu un petit concours de circonstances. Je me suis arrêté pendant un an pour le garder à la maison et donc j'en ai profité pour apprendre, pour me former en autodidacte. Et donc au départ, hein, HTML, CSS et puis après PHP. Ça m'a plu et là à un moment donné je me suis un petit peu voilà, j'ai un peu fait le point sur ma vie et je me suis demandé si c'était pas intéressant à presque 30 ans à ce moment-là de regarder un petit peu si c'était pas intéressant de changer de travail. Donc voilà, pour pas vous cacher, j'ai regardé globalement combien étaient payés les développeurs, j'ai fait le comparatif avec ce qu'était payé un animateur. Même si j'adorais mon métier, hein, ça avait aucune mesure, c'était pas du tout comparable et donc du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment, j'aimais beaucoup ça, j'avais passé un an à apprendre et à développer des choses un petit peu pour le perso et je me suis dit que pourquoi pas me former pour être professionnel et puis si jamais ça fonctionne, être embauché dans une boîte et donc changer de carrière. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis formé donc avec Open Classroom pendant 14 mois à peu près, 14 mois parce qu'il y a eu un mois où j'ai mis un peu en stand-by. C'était une formation donc un peu longue, plus longue que les bootcamps type O'Clock ou ce genre de choses. Mais voilà, j'ai fait pas mal de projets, etc. Tout au long de la formation. J'avais un mentor qui me suivait une fois par semaine et donc du coup, voilà, on revenait sur ma pratique, on revenait sur ce que je faisais, etc. Pour la petite histoire rapide, j'ai essayé de faire des financements par le Pôle emploi, ce genre de choses. Ça a abouti à rien parce que étant basé en Île-de-France, on a du travail. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a répondu, qu'on avait du travail. En plus, avec mes diplômes dans l'animation, j'ai plus qu'un BAFA, j'ai un brevet professionnel, etc. Ça me permettait de trouver du travail très très facilement, donc aucun problème de ce côté-là. Donc du coup, j'ai pas été financé. Donc j'ai décidé en étant quand même au chômage et en gardant mon fils à la maison, de financer ma formation tout seul, donc 300 euros par mois. 300 euros par mois pendant 14 mois pour essayer de changer de vie. On va dire, voilà. L'idée étant d'essayer d'être plus à l'aise au quotidien et puis de faire quelque chose que j'aimais bien. Parce que voilà, il y a eu un petit tournant aussi, c'est que j'avais besoin de créer des choses. C'est-à-dire que dans l'animation, on va dire que c'est très subjectif. J'adorais mon métier, j'adorais voilà le contact avec les gens, les partenaires, enfin tout l'environnement autour des enfants, essayer de faire en sorte de les former, être les futurs citoyens de demain. On va dire c'est ça. Sauf que c'est pas très palpable ce qu'on donne. C'est voilà les projets sont difficilement quantifiables, qualifiables, voilà. Et je crois qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais besoin de choses un peu plus concrètes, c'est-à-dire voilà, une fois que typiquement par exemple quand on crée un site web, ça s'affiche, on voit ce qui se passe et ça peut avoir un impact sur les gens. Est-ce que c'était facile le parcours sur Open Classroom? Alors,
c'était pas facile. C'était pas facile. Il faut s'accrocher. D'ailleurs, on va en parler. On va en parler un peu plus tard dans la discussion. C'était pas du tout facile parce que c'est énormément de travail, énormément de travail et faut vraiment s'investir. Alors j'avais en soi la chance d'être au chômage, donc du coup je travaillais pendant la sieste de mes enfants, donc l'équivalent de 2-3 heures l'après-midi, et après je travaillais le soir de 21 heures globalement à partir du moment où ils étaient couchés, qu'on avait rangé la maison, enfin ce genre de choses, à 2 heures du matin. Voilà. Non, c'est pas facile. Faut s'accrocher, faut avoir envie. Mais je pense que au bout du tunnel, on va dire, ça permet vraiment d'aboutir à quelque chose. En tout cas, pour moi, ça aboutit à quelque chose. Pour ceux qui sont peut-être en reconversion là actuellement ou qui se posent encore la question, enfin n'hésitez pas à nous le signaler aussi. Voilà, alors il y a Julien qui nous l'a déjà évoqué sur Lyon notamment. Voilà, ceux qui ont ce projet-là, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires aussi, qu'on puisse peut-être vous solliciter dans le cadre de certaines interrogations. Moi, j'en ai une qui me vient, Alexandre. Est-ce que tu avais autant de choix à l'époque, alors même si ça date pas de 50 ans, hein, ta reconversion, mais est-ce que tu avais autant de choix à l'époque que celui qu'on peut voir aujourd'hui au travers des bootcamps, au travers d'Open Classroom, au travers de toutes les ressources qu'il peut y avoir aujourd'hui, ou est-ce que Open Classroom finalement c'était une voie assez traditionnelle il y a quelques années de ça? Alors, il y avait pas mal de choses, hein, déjà. Il y avait pas mal de choses au clock, enfin il y avait pas mal de bootcamps. Je pense qu'il y en a d'autres qui se sont créés depuis. Je t'avoue que j'ai pas forcément remis le nez dedans depuis que je suis en pro, parce que bah du coup vu que je cherche plus de formation, comment dire, j'ai pas recherché à savoir s'il y avait d'autres bootcamps, etc. Mais c'est vrai que dans ma recherche, en tout cas ceux qui avaient l'air à ce moment-là les plus sérieux, c'était Open Classroom. C'était Open Classroom parce que de par on va dire, ce qu'avait fait Mathieu Desbras avec son site au départ, le site du zéro, où bah voilà, il était parti de l'explication d'un bouquin, vulgariser les choses, à bah, cette entreprise qui est Open Classroom, etc. Je vais pas en faire l'apologie, hein, c'est pas du tout ça le sujet du meet-up, mais c'est vrai que moi en tout cas ça m'avait paru sérieux. Ça m'avait paru sérieux. Il y avait aussi à l'époque, c'était marqué sur la formation que si jamais on trouvait pas de travail à la fin, même avec même avec l'aide globalement d'Open Classroom, on était remboursé de la formation. Et ça, je t'avoue que ça m'a aussi incité à aller choisir. Parce que bah, mine de rien, à 300 € par mois pendant un an, c'est quand même un petit budget. Et je me suis dit que bah, quitte à se lancer, si j'y arrivais pas, si je trouvais pas de travail au bout parce que j'étais bouché, parce qu'en fait peut-être que je sais pas, hein, ce qui est annoncé est pas forcément vrai. C'était une idée que j'avais comme ça. Bah, je préférais m'assurer en me disant que au moins je serais remboursé de ma mise de départ. Donc du coup, c'est un peu pour ça que j'ai choisi et donc c'est pour ça que je suis parti avec Open Classroom. Du coup, en fait, on a pas mal de gens. Alors, il y a Seth Doris aussi qui est en reconversion avec Open Classroom. Bah, du coup, hésite pas. Hein, il doit y avoir encore mon profil hein, sur Open Classroom, Alexandre Tual. Donc, hésite pas hein, si tu as besoin d'aide, etc., de questions, faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail. On avait du coup une petite question, ouais, une petite Ouais, parenthèse aussi. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que je me suis heurté à des réponses négatives d'employeurs en raison de mon âge? Enis Ben, tu nous dis ça parce que tu as 41 ans et que pour l'instant, tu n'as que des retours négatifs sur ton âge. Ok. Effectivement, moi, pour le coup, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé parce que je pense que, bah, mine de rien, j'avais 32 ans quand j'ai commencé et je pense que c'est un peu le moment charnière. Après, je vais pas m'étaler, je dirais peut-être des bêtises, mais en tout cas, moi, on m'a pas donné de réponse négative par rapport à mon âge. En revanche, on m'a donné des réponses négatives par rapport à ma formation. Parce que j'étais pas sorti d'école d'ingénieur et donc globalement, bah pour certaines ESN, etc., j'avais pas les qualifications requises.
Mine de rien, je travaille depuis 2 ans en tant que développeur. Linkvalue m'a donné ma chance. C'est pas les seuls. Là, pour vous donner un exemple, parce que c'est voilà, le tableau est pas forcément super rose. Mais là, par exemple, la mission que je suis, enfin, dans laquelle je suis actuellement, donc il y a un chef de projet qui, pour le coup, est là depuis 15 ans dans la boîte, etc. Lui, il est passé par des grandes écoles, etc. Mais les 6 personnes qui travaillent avec moi, enfin les 5 personnes qui travaillent avec moi, sont que en reconversion professionnelle ou ont effectué un virage dans leur vie. Donc, par exemple, des jeunes, il y a des jeunes de 20, 22, 23 ans qui travaillent avec moi sur du mobile. Pour le coup, eux, c'est pas vraiment une reconversion professionnelle, mais ils n'étaient pas dans ce milieu-là. Ils avaient fait S ou L ou ce genre de choses. Et finalement, à un moment donné, ils ont bifurqué vers le web. Et sinon, par exemple, j'ai un de mes collègues qui doit avoir près d'une cinquantaine d'années et qui, lui, a fait sa reconversion il y a une dizaine d'années. Et donc, je pense que ça fonctionne. Vraiment, je pense que ça fonctionne. La seule chose, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. Il faut pas lâcher l'affaire. Il faut harceler les boîtes et mettre en avant ses qualités. Parce qu'en fait, une reconversion professionnelle, moi, ce qui m'a apporté le plus, enfin, ce qui m'a permis, on va dire, je pense, de réussir, ça a été, on va dire, mes soft skills, les choses qui étaient à côté. Ce que j'amenais de mon ancien travail, de ma vie en tant que papa, par exemple, voilà, des responsabilités que j'ai au quotidien, ce genre de choses. Euh, J'expliquais que voilà, je savais travailler en équipe, mais c'était pas juste je sais travailler en équipe, je vous le dis, mais voilà, j'ai vraiment vécu le travail en équipe, etc. Donc du coup, voilà, je pouvais en tout cas amener une certaine expérience hors du numérique, et c'est ce qui a plu. C'est ce qui a plu. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Moi, en tout cas, ça n'a pas été mon âge qui a freiné les choses. Oui, je pense, et aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi des évolutions, Alexandre, par rapport notamment au marché, où en effet, on peut difficilement se passer de de tous ces bootcamps, de tous ces parcours qui proposent à voilà, à des personnes qui souhaitent évoluer sur un nouveau métier, d'y accéder tout simplement. Et il y a aussi voilà, cette fameuse évolution aussi, je pense, dans les mentalités, où aujourd'hui, changer de métier ou changer plus facilement d'entreprise est quelque chose qui est rentré quand même un peu plus fortement dans les mœurs. Alors, je ne sais pas si les difficultés que tu rencontres, Inès et Ben, sont vraiment fortes ou pas, mais en effet, tout n'est pas perdu. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a, voilà, il y a des choses qui bougent et qui vont dans ce sens-là, de permettre à des personnes de tout âge de pouvoir changer de métier quand ils le souhaitent et d'évoluer vers quelque chose qui leur, enfin, qui leur plaît, pardon, un peu plus qu'aujourd'hui, quoi. Pour le coup, je pense vraiment que le milieu du numérique est une vraie opportunité. Là, il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que alors, on n'est pas forcément dans ce que nous vend tous les bootcamps et Open Classroom dès le départ en nous disant qu'il y a un poste, enfin il y a un développeur sur le marché pour 10 postes vides, etc. Je suis pas sûr qu'on en soit là, mais néanmoins, les boîtes embauchent des développeurs si elles vont y trouver leur compte. Donc leur compte, ça peut être votre niveau où vous avez travaillé, vous avez été acharné et du coup vous avez un bon niveau et donc vous pouvez le montrer. Et ça peut être aussi avoir un niveau un peu plus moyen. Moi, j'avais pas forcément un niveau très 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 élevé. Je l'ai toujours pas. Hein. Même après 2 ans, j'apprends toujours, etc. Et en fait, voilà, des choses à côté qu'on peut apporter, du travail en équipe, de la bonne humeur, de la façon d'être, peut-être. Enfin voilà, on a plein de choses à apporter à une boîte. Donc, ils cherchent pas forcément que des ninjas du code, comme on les appelle, les mecs qui codent les yeux fermés, etc. Voilà, Ouais, complètement. il y a pas mal de gens qui ont fait différentes choses. Le wagon, je vois pour Enes Eben, Open Classroom pour d'autres. C'est bien, il y a un panel de différentes formations qui est présente sur le Meetup. Euh, on a un développeur qui va vers du React, du PHP. C'est bien ça. Il y a pas mal de monde.
Ouais, il y a pas mal de pistes aussi, enfin, il y a pas mal de parcours, ouais, qui sont soulignés par Julien. Il y a Edgy, je saisis le message au bon, voilà, top, il s'affiche, qui évoque du coup la reconnaissance de ces parcours. Et ce que tu commençais à évoquer, Alexandre, c'est aussi cet écart qu'il peut y avoir. Alors déjà, entre le discours de l'école et la réalité, et puis bien entendu, entre ce que dispensent ces formations et ce que peuvent rechercher les entreprises, et ce que recherchent les entreprises aujourd'hui. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus et apporter des Ouais, tout à fait, tout à sur fait. les trucs. Donc, si je peux donner mon expérience, moi, par exemple, je viens d'Open Classroom, mais pour le coup, j'ai fait une formation longue. Mais quand je suis arrivé chez Nick Value, j'avais un de mes collègues qui, pour le coup, lui sortait de O'Clock. Et donc, je saurais plus vous donner le nombre de mois, mais c'est quand même assez court. Et effectivement, c'est des formations assez larges, etc. Orientées front, ce qu'il avait fait, il avait fait du React, il avait fait du JavaScript, etc. Et pour le coup, il a trouvé du travail. Il a trouvé du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marche est haute. Il y a un très gros gap entre ce qu'on apprend dans les bootcamps, même chez Open Classroom, hein, même sorti au bout d'un an, le gap était vraiment important. Ça a été des nuits, des journées de travail très 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 intenses les débuts. Ça l'est encore, mais voilà, ça devient plus facile. Je monte beaucoup plus facilement sur les projets. Après, par exemple, la mission actuelle, les personnes qui sont en reconversion avec moi, on a pas mal de reconversions dans le mobile. Et du coup, c'est des personnes qui sont reconverties là pendant le Covid. Donc, des formations assez courtes, type au clock, etc. Et qui ont été embauchées. Donc, je pense que ça peut le faire, une formation courte, mais le seul truc, c'est qu'il faut travailler à côté. Alors, je sais que pendant le temps de la formation, c'est difficile de travailler à côté, hein. Moi, pendant le temps de ma formation, je pouvais pas. Déjà, j'y passais 10 heures par jour, c'était déjà bien. Mais si à un moment donné, la formation s'arrête et qu'en gros, bah, vous êtes en recherche d'emploi, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à se former, il faut continuer à faire des projets, il faut continuer à faire je sais pas, des portfolios, des choses comme ça. Alors, tout le monde fait des portfolios, hein, c'est un peu le truc classique, mais ça peut être aussi, je sais pas, vous aimez, vous jouez à un jeu vidéo, vous voulez présenter ce à quoi vous jouez, vous faites un petit site dessus. L'idée, c'est de trouver un thème. Un thème, ça peut être pour la personne avec qui vous vivez, je sais pas, présenter sa passion. Ça peut être faire un petit site e-commerce pour vendre des bijoux fabriqués maison. Enfin, l'idée étant que il faut avoir des choses à montrer, avoir un repository sur lequel montrer votre code, voilà, pour qu'on voit ce que vous avez fait, ce que vous savez faire, et qu'on voit que vous en voulez. Je pense que c'est ça la différence entre une personne qui va être embauchée et une personne qui va pas l'être. Je pense que ça va vraiment être la motivation, est-ce qu'on a montré, si on a des projets à montrer, ce genre de choses. Je sais que c'est pas facile, mais je pense qu'on est un peu tous obligés d'en passer par là. Et du coup, la différence entre, enfin, pour toi, quelqu'un qui est autodidacte et quelqu'un qui effectue une formation courte, est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que tu as une vision du coup à partager par rapport à ça? Bah, moi, par exemple, j'ai été autodidacte au départ. Au départ, j'ai passé un an à apprendre tout seul sur plein de sites, hein, entre les vidéos YouTube, les choses gratuites sur Open Classroom, parce que tous les cours sont gratuits. Il y a aussi quoi? J'ai utilisé Udemy aussi pas mal. Il y a pas mal de formations, etc. dessus. Mais mine de rien, au moment où je me suis mis, on va dire, à faire des projets professionnels, parce que là, pour le coup, le principe d'Open Classroom, c'était de faire des projets qu'on pourrait potentiellement avoir en entreprise. Là, il y avait quand même un gap. Et là, effectivement, ce qui m'a aidé, ça a été quand même d'avoir une personne qui était un vrai dev, on va dire à ce moment-là, même si on peut être un vrai dev en autodidacte, hein. C'est juste qu'à ce moment-là, je considérais qu'il avait voilà de l'expérience, etc. Et donc du coup, le mentor était vraiment bienvenu parce que il m'a donné des tips, des choses pour aller plus vite, pour comprendre certains concepts, etc. que j'avais pas forcément bien cerné. Euh, et là, enfin, pour vous donner une idée, par exemple, il y a des choses, je me suis vu récemment en entretien, il y a des choses où en fait, même l'expliquer après 2 ans, j'en suis pas forcément capable tout le temps. Et en fait, du coup, je suis revenu récemment, par exemple, sur ma pratique.
en me disant, OK, bah, en fait, il va falloir que tu revoies certaines bases, etc. Donc, il faut pas hésiter à bûcher les bases, par exemple. Hésiter à bûcher les bases, à les revoir régulièrement, même si on fait du React, même si on fait du Symfony, des frameworks qui font un peu de la magie et qui, en gros, cachent une partie de ce qui se passe derrière. Mais il faut pas hésiter à revenir un peu à l'essentiel et je pense qu'il faut, voilà, il faut travailler à côté. Il faut travailler à côté, dans tous les cas. Ouais. Et en effet, il y a un gros écart. Enfin, en tout cas, c'est aussi de cette manière-là qu'on le ressent au travers des échanges, hein, même à mon niveau que je peux avoir quotidiennement avec différentes personnes en fonction de ce qu'elles ont pu, enfin de la formation qu'elles ont pu suivre, on va dire. On ressent en effet cet écart-là entre le monde professionnel et les bootcamps parce que bah, justement, on vous donne des bases qui sont bah, pour le coup normalement assez solides, mais sur lesquelles vous devez continuer à bosser. Et je pense que c'est le discours aussi et on va le retrouver au travers de ton témoignage et de la suite de ton témoignage, Alexandre, mais c'est vraiment un point important de se dire que même si ces formations courtes vous apportent un petit peu de visibilité, vous permettent de vous remettre peut-être en question de vos pratiques, notamment lorsque vous démarrez en autodidacte ou que vous avez déjà bidouillé sur 2-3 projets, ça ne permet pas encore d'être totalement opérationnel dans un contexte professionnel. Et c'est vrai que cet écart-là peut intimider un peu et c'est pour cela que bah, nécessairement il va falloir continuer à monter en compétences, on va dire, au travers des différentes choses que vous pourriez avoir. Et je pense que par rapport à ça, toi, Alexandre, ce que tu as pu faire en sortant d'Open Classroom, une fois que ta formation était finalisée, enfin, comment ça s'est passé déjà concrètement Bah, concrètement, ça s'est passé. Alors, quand je suis sorti, enfin, quand ma formation était finie, quand ma formation était finie, j'ai dû reprendre le travail parce que j'avais mes droits au Pôle emploi étaient finis. Et donc, du coup, bah, il fallait faire vivre la maison. Hein. J'étais pas tout seul à travailler. La mère de mes enfants travaillait aussi. Mais voilà, on peut pas juste vivre. Enfin, en tout cas, c'était compliqué avec des enfants et un foyer de ne pas travailler. Donc, du coup, plus ça n'a jamais été ma vision des choses. Donc, bah, je me suis remis à travailler. En fait, je suis retourné dans l'animation. Parce qu'à ce moment-là, bah, je pouvais trouver du boulot, comme je vous l'ai dit au début. J'ai repris un boulot très rapidement dans l'animation. Voilà, on a quelques appels, bah, j'avais un travail, des gens avec qui j'avais déjà travaillé auparavant. Euh, le soir, donc je travaillais la journée. Le soir, je continuais à coder, je continuais à apprendre. Je peaufinais mes projets sur GitHub, etc. J'essayais de pousser du code un peu régulièrement. J'essayais de continuer. Alors c'est pas facile hein, parce que quand on a une dizaine d'heures de boulot dans les pattes, parce qu'à l'époque je bossais de 7h à 19h le soir, même si on a des trous dans la journée. Mais voilà, on n'a pas forcément l'occasion de travailler à ce moment-là. Mais du coup, le soir de se remettre à bosser, c'est pas forcément facile. Donc vraiment, ceux qui travaillent à côté, qui sont pas forcément au Pôle emploi ou ce genre de choses, vraiment accrochez-vous parce que je sais que c'est pas simple, mais en tout cas le jeu en vaut la chandelle. Je pense que vous pouvez vraiment arriver à faire quelque chose. Après, du coup, pour revenir à ce qu'on se disait, j'ai postulé un peu partout, dans pas mal de boîtes. J'ai ciblé globalement les projets qui recherchaient, enfin les boîtes qui recherchaient plutôt des devs juniors, plutôt. Après, je me suis pas contenté. J'ai aussi été vers des boîtes qui recherchaient des devs plus un peu plus qualifiés. En fait, je suis parti du postulat que qu'en fait, dans tous les cas, les boîtes, elles allaient chercher à avoir la personne qui a les plus grosses compétences. Enfin, elles vont dire voilà, nous on veut un dev qui connaît ça, tous les langages et du front et du back et du DevOps et aussi qui sait faire limite du management et aussi qui sait laver les carreaux et aussi qui sait. Enfin, en vrai, non mais à chaque fois la liste des compétences est énorme et même actuellement, si par exemple je dois repostuler sur un boulot, bah, en fait, j'ai pas forcément toutes les compétences actuellement, même après plusieurs années dans le métier. Donc, en fait, je suis parti du postulat que bah, en fait, c'était pas grave. Ok, t'as pas toutes les compétences, tu sais pas tout faire, mais postule quand même. On sait jamais, hein. Sur un malentendu, ça peut passer. On va dire ça comme ça.
la personne, en tout cas, potentiellement, elle peut te rencontrer et elle peut dire, OK, bah, t'as pas forcément toutes les compétences, mais là, t'as déjà un sacré chemin que t'as fait où tu partais tu connaissais pas, à au bout d'un an, 6 mois, je sais pas, bah, tu sais développer, tu sais coder, etc. Donc, bah, potentiellement, la personne pourrait te donner une chance à celui qui postule. Donc, du coup, j'ai fait ça, j'ai postulé un peu partout. Enfin, j'ai pas envoyé des lettres comme ça. J'ai postulé sur les sites type LinkedIn, etc. Indeed, pardon, LinkedIn. LinkedIn. Attendez, je recommence. J'ai postulé plutôt sur des annonces sur Indeed, alors je sais plus trop, mais il y a pas mal de sites, il y a pas mal de sites sur lesquels poser des candidatures. J'ai mis vachement à jour mon profil LinkedIn. L'idée étant d'essayer de matcher des gens qui potentiellement pourraient me proposer un boulot à ce moment-là. Après, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, j'ai pas forcément eu beaucoup de réponses positives. Et en fait, souvent, je me heurtais par rapport à mon niveau, c'était aux tests qu'on passait. Parce qu'en fait, clairement, je passais pas ma vie sur coding game, etc. Et c'était beaucoup d'algorithmie, etc. qu'on proposait, alors que c'est souvent pas du tout ça qu'on fait dans le boulot. C'est pas forcément joyeux de dire ça comme ça, et je sais que ça fait un peu peur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui demandent, on va dire, voilà, qu'il faut remplir en 20 minutes tel algo ou ce genre de choses. Bah, du coup, voilà, il y a eu pas mal de refus. Il y a eu pas mal de refus, et à un moment donné, Link Value, par le biais du coup d'une personne que je connais, a vu mon CV. Alors il n'a pas fait pistonner, enfin j'ai pas été pistonné ou quoi, mais en gros, je connaissais pas forcément Link Value à ce moment-là, et on m'a dit bah voilà, il recherche du monde, etc. Est-ce que ça t'intéresse de postuler? J'ai dit ok, bah je postule, j'ai donné un CV, etc. Et il n'y a plus de lettre de motivation, hein, ce genre de truc, ça n'existe plus. Voilà, un CV, ça marche très bien. Non, mais les lettres de motivation manuscrites à l'ancienne, comme on faisait il y a 10 ou 15 ans, voilà, vous postulez à 150 annonces, on va pas faire 100 lettres de motivation personnalisées, etc. Donc du coup, un CV, ça marchait très bien. Et à ce moment-là, j'ai été recontacté et on m'a proposé un entretien au téléphone déjà de base. Et puis en fait, ça a vachement matché avec la personne que j'avais eu au téléphone à ce moment-là. Ça a matché par rapport, voilà, ce que j'apportais. Oui, effectivement, j'étais jeune. Oui, enfin, j'étais jeune dans le monde du dev, on va dire, mais j'avais pas mal de choses à côté à apporter. Et c'est ça que j'ai mis en avant. J'ai beaucoup mis en avant bah, ma façon, de par ma façon de m'exprimer, etc. Je me suis mis, on va dire, au diapason de mon interlocuteur. Enfin, j'ai essayé en tout cas au maximum. Et puis voilà, j'ai fait valoir mes expériences autres que le développement, et mon sens acharné du travail. C'est-à-dire que voilà, bah, je travaille jusqu'à pas d'heure s'il le faut, mais en tout cas, je lâche pas. Et donc ça s'est vu, et on m'a proposé un entretien avec un développeur qui était le lead développeur d'un projet chez Link Value à l'époque. Ça matchait aussi. Alors, en fait, ce qui lui a plu, et là, c'est un petit conseil, je pense que je peux vous donner. Ce qui lui a plu, et en fait, je vois souvent ça bah, quand je fais des entretiens, c'est d'être honnête. En fait, bah, il y a des moments où il me posait des questions, et clairement, j'ai été honnête. Je disais, bah, ça, je connais pas, ça, je sais, ou ça, je sais pas forcément l'expliquer, mais je l'ai utilisé dans le cadre de tel projet, tel projet. Donc, il peut voir que je l'ai vraiment utilisé, même si je sais pas forcément expliquer la mécanique en interne, mais j'avais déjà utilisé par exemple, je sais pas, un composant dans un framework, etc. Et puis, voilà, c'est surtout le fait de dire, bah, ça, je sais pas. Et après, ce qui a aussi pas mal marché, c'est de faire un retour. C'est-à-dire qu'après l'entretien, le soir, j'ai envoyé un petit mail, enfin un petit message sur LinkedIn à cette personne-là, et bah, je lui dis voilà, je vous remercie, je suis pas du tout sûr que je vais être pris. L'idée c'est pas de vous forcer la main ou quoi, c'est pas du tout ça. Mais vraiment, en tout cas, j'ai vraiment aimé votre échange avec vous, etc. C'était cool. En plus, la personne était vachement humaine, on va dire, m'a dit ok, bah ça tu sais pas, elle m'a expliqué sur le coup comment on faisait et tout, donc c'était vraiment intéressant l'échange que j'avais eu. Et du coup, voilà, je lui ai laissé un petit message, et je pense que ça a fait son petit effet en plus. Ça a fait son petit effet, et finalement j'ai été convoqué pour un entretien final d'embauche à l'essai
au départ, avec voilà, enfin, le truc classique, type 3 mois d'essai, etc., avec un peu de remise à niveau au sein de la boîte, etc. Mais voilà. Si je peux dire un petit peu mon parcours au niveau de la recherche d'emploi, qui n'était pas forcément facile, mais finalement, je suis passé avant les Gilets jaunes, je suis passé avant le Covid, et mine de rien, j'ai eu pas mal de chance. Mais voilà, je vous dis, par exemple, j'ai des gens avec qui je travaille actuellement qui, eux, sont passés après Covid, sont reconvertis pendant le Covid et ont quand même trouvé du boulot. Donc, c'est que je pense que c'est possible. Ouais, Qu'est-ce que je pense de l'alternance? il Alors, y a vas-y, un tu vrai voulais sujet du lire coup. Aurélien, tu voulais intervenir pour nous lire la. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pense de Ouais, ouais, l'alternance sur l'alternance, ouais. Si tu avais, Ouais. Alors, autant du point de vue de l'étudiant que de l'intérêt pour une entreprise. Euh, Alors, je sais pas parce que moi, je suis pas passé par l'alternance, mais effectivement, je pense que ça peut permettre de mettre un pied dans l'entreprise et on va dire de montrer ses compétences au fur et à mesure. On va pas se le cacher, le principe de l'alternance, c'est d'apprendre, mais aussi de pouvoir payer. Enfin, une boîte, elle va payer beaucoup moins d'argent finalement pour pouvoir vous embaucher. Enfin, c'est-à-dire qu'elle va vous former comme elle veut. Euh, et puis, si vous faites l'affaire et que vous travaillez pour de vrai, etc., et ben, la plupart du temps, enfin, il y a un boulot à la clé. Enfin, il y a peu d'entreprises qui mettent de l'argent sur la table pour derrière juste se dire bon bah merci, passe une bonne journée, t'as fait tes 6 mois ou un an d'alternance et après va te faire embaucher par une autre boîte. Ça arrive pas trop, c'est pas trop le monde du travail. Donc si vous passez par une alternance, il y a quand même une grande chance d'être embauché par la suite, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélien. Si, ouais, ouais, je pense, enfin, tu as utilisé le bon terme, hein, mettre un pied dans l'entreprise et pouvoir se confronter aussi à de la collaboration avec d'autres, du travail en équipe, des bonnes pratiques, un projet concret qui vous permettra du coup de monter en compétence sur une techno donnée. Donc non, c'est que du bon. Et aujourd'hui, c'est en effet l'objectif en sortie de reconversion, c'est d'aller vers ça, peu importe le moyen, on va dire. Toi, Alexandre, tu as arrosé assez largement et Julien nous évoque aussi une question. Est-ce qu'il y avait autant de devs juniors sur le marché à l'époque où tu postulais? Euh, Je je sais saurais pas pas si... te dire. Ouais, voilà, Je, c'est difficile à quantifier. je pense qu'il y en a peut-être un peu plus maintenant. Enfin, forcément, forcément, il y a plus de bootcamp, etc. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a pas mal de gens qui ont perdu leur emploi sur des emplois de service, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont reconvertis et donc il y a peut-être un peu plus de personnes qui sont jeunes et qui sont du coup juniors et qui postulent, mais on va dire c'est vraiment, enfin, il y a vraiment beaucoup de place. Il y a quand même, même s'il n'y a pas énormément de place pour les juniors, il y a quand même plus, enfin, les boîtes recherchent des confirmés ou des gens voilà ayant un peu d'expérience, comme le disait tout à l'heure, oui, Étienne, que du coup, il recherche des devs juniors avec 2 ans d'expérience. C'est vrai que c'est un peu le truc sur la qui pose un peu problème, c'est que ils recherchent le beurre et l'argent du beurre, on va dire. Des juniors qu'on va pas forcément payer très cher, mais qui ont l'expérience pour pouvoir faire les projets. C'est un peu bizarre. Mais ça, je pense que vraiment, enfin, c'est pour écrémer. Moi, comme je vous dis, j'ai postulé même sur des trucs, des postes de confirmés, etc. Et j'ai quand même fait les entretiens. J'y suis allé. Donc, c'est qu'il y a des boîtes qui disent, OK, bah, on a une candidature, on va essayer de l'explorer. Il y a peut-être plus de postes, il y a peut-être plus de devs sur le marché, mais ce qu'il faut se dire, c'est que on est vraiment dans une transition numérique qui est exponentielle. Toutes les boîtes cherchent à avoir un site web. Moi, j'ai des amis qui sont spécialisés, par exemple, qui bossent à côté, qui sont pas forcément développeurs dans leur quotidien, mais qui bossent à côté sur la création de sites web, etc., pour des petites entreprises, pour le boucher du coin, pour ce genre de choses. Et en fait, ils ont trouvé des créneaux où bah, les grosses boîtes, les grosses ESN vont pas aller parce que c'est des petits montants, c'est des petits contrats et que c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, il y a du boulot, je pense, vraiment pour tout le monde.
entre les gros sites web, un gros site e-commerce pour une boîte, un petit site de présentation, une appli mobile. Maintenant, la plupart des boîtes, elles veulent un site web, mais elles veulent aussi une appli mobile, et sur iOS et sur Android. Et voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment du travail. Il y a vraiment du travail. Et ça va aller de plus en plus. Je pense qu'il y aura vraiment de plus en plus de travail dans le numérique. Ouais. Et comme tu l'évoquais, du coup, concernant justement ces fameux postes de junior, je reprends ce qu'évoquait aussi Seth Doris, où on a l'impression euh, du coup, de lire qu'on recherche le mouton à cinq pattes constamment. Alors, c'est pas toujours le cas. C'est vrai que les entreprises ont du mal aussi, parfois, certaines entreprises qui sont hors tech, hein, j'entends, à définir leurs besoins et ils sont souvent amenés à rechercher plusieurs profils ou un seul profil, mais des profils plutôt confirmés. Comme l'a dit Alexandre, il y a cette possibilité-là, en effet, de pouvoir se rapprocher d'entreprises qui sont peut-être un peu plus petites, qui n'ont pas nécessairement une très bonne connaissance de ces univers-là, et pour lesquels, pour autant, il y a du travail à fournir. Et de manière totalement annexe, mais aussi pour compléter un petit peu les projets sur lesquels vous pourriez travailler. Chez Nick Value, on a accès à la plateforme Vendredi, qui est une plateforme qui permet la mise en relation avec des associations, des structures à but non lucratif qui proposent des projets sur cette plateforme et qui attendent en retour du mécénat de compétences, de l'accompagnement sur un site internet, sur des projets un peu plus complexes en tout cas, mais qui permettent aussi de vous nourrir de certains de ces sujets et apporter de la matière lorsque vous pourrez potentiellement vous présenter aussi à des entreprises un peu plus confirmées dans ces univers du numérique. Donc je pense que c'est aussi un point important. Et l'autre point qu'évoquait Alexandre, c'est c'est aujourd'hui ce goulot d'étranglement, entre guillemets, que l'on a ressenti, nous, au moment de la crise, hein, très clairement, où les choses se sont arrêtées nettes pour tout le monde. On l'a tous vécu de la même manière. Et des très gros pourvoyeurs, des très grosses ESN notamment, des très gros pourvoyeurs d'emploi ont arrêté de recruter aussi des juniors pendant un petit moment. Les choses reprennent petit à petit. Mais pour autant, ce sont aussi, même si on entend souvent pas toujours du bien de ces structures-là, ça reste avant tout des gros pourvoyeurs d'emploi, et notamment dans les métiers de la tech. Et lorsque tout ça s'est arrêté du jour au lendemain, on a en effet une vague de juniors qui n'a pas réussi à intégrer le marché et face à laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, parce que ce sont des personnes qui cherchent encore, malgré tout, si tant est qu'elles en aient encore les moyens, malheureusement, et qui n'ont pas intégré, on va dire, les entreprises qui avaient pourtant des projets à leur proposer tels qu'on aurait pu leur présenter. Vous n'êtes pas non plus, hein, on n'est pas sur un marché bouché encore, très clairement. Il y a beaucoup de juniors, c'est très clair. Mais ça reste encore un marché sur lequel vous pouvez très largement vous positionner et entrer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir en effet avoir cette première expérience qui vous permettra de suivre un petit peu le parcours qu'a aujourd'hui Alexandre. Et si exactement, là, elle vient de résumer, Eni Zeben vient de résumer tout à fait le sujet. Vraiment, faut pas lâcher en fait. C'est le seul point où finalement on peut vraiment vous donner un conseil, c'est de pas lâcher. Mais ça, c'est dans tout. Enfin, je pense que on veut faire un trail en montagne, enfin, on s'entraîne et on lâche pas. Alors, je sais qu'il n'y a pas forcément d'argent en jeu dans ce cas-là, mais je sais que c'est votre vie et moi, c'était ça. Hein. C'était ma vie future qui allait changer et qui était, c'est des gros bouleversements, etc. Mais voilà, que ce soit pour un stage, une alternance, un boulot. Faut postuler et comme le disait Aurélien, faut pas hésiter à aller voir l'association du coin de l'école, de parents d'élèves. Enfin, je sais pas, enfin, autour de vous, il y a énormément d'acteurs, de gens, de citoyens, etc., qui ont peut-être besoin d'un site web, d'une application, d'une API, voilà, enfin, je sais pas pour leurs besoins, pour une assos, etc. Et alors oui, à ce moment-là, vous allez peut-être pas forcément récupérer de l'argent tout de suite. Je sais qu'on le fait pas comment dire, pour les yeux de la princesse. Je sais pas, c'est quoi l'expression On le fait pas mince.
On Je peux pas travaille, t'aider avec ça. Je on suis travaille désolé. pas pour les beaux yeux de son employeur, hein. Enfin, on travaille pour gagner sa vie et on travaille pour vivre. Mais voilà, je pense que des fois, bah, si vraiment pour vous le postuler c'est compliqué, enfin vous voyez que vous vous heurtez au fait de pas avoir assez de compétences peut-être, n'hésitez pas, voilà, à passer par des petites boîtes qui vont vous payer peut-être pas très cher pour faire une petite, un petit POC, une petite application, quelque chose, mais au moins vous aurez de quoi présenter. Vous aurez de la matière et ce sera pas juste des projets faits enfin faits dans une école, etc. Bon, en tout cas, ça montrera en tout cas un certain investissement de votre part. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que je pense, enfin, je sais pas, là pour le coup, je m'avance peut-être un peu, je vais peut-être te couper l'herbe sous le pied Aurélien, mais personnellement, si je devais être recruteur, je vois une personne qui sort d'une école lambda, qui a fait, voilà, qui s'est arrêtée là, qui dit je postule, je postule, je postule, et une autre qui a continué à apprendre, qui est allé voir l'association de judo du coin et qui a dit bah les gars, je peux vous refaire votre site web. Alors c'est pas le site de l'année, hein, mais il s'est investi, il a donné un peu de son temps et finalement il a quelque chose à proposer. Et bah, je serais d'avis que je pense que j'irais plutôt vers le profil de la personne qui a pas forcément été payée pour faire le site, mais en tout cas qui s'est investie, etc. En tout cas, dans le futur, je me dis que cette personne-là, il y a quelque chose, il y a quelque chose et qu'elle en veut vraiment. Et c'est souvent ça que les boîtes veulent, hein. C'est des gens qui veulent bosser en fait, même Ouais, si on travaille, hein. C'est pas pour dénigrer ou quoi. c'est ce que tu évoquais tout à l'heure au travers des soft skills, enfin ce qu'on appelle les soft skills, justement les compétences un peu transverses. Bien entendu, qu'en tant que recruteur, et je suis loin d'être le seul, on regarde pas simplement la technique. D'ailleurs, on n'a pas, bien souvent, on est aidé aussi hein, par des devs qui sont aussi derrière nous pour nous aider à appréhender un petit peu la difficulté des projets que vous avez pu réaliser ou en tout cas la manière dont vous avez réalisé ces projets. Mais très clairement, nous, on est là aussi pour justement identifier d'autres aspects de votre personne. Vous n'êtes pas simplement une stack et une mobilité géographique. Le rôle du recruteur, c'est justement de sortir de ce cadre-là et on en sort de plus en plus et c'est tant mieux. De sortir un peu de cette liste de courses où on se rend compte que des fois on est complètement à côté de la plaque, il faut le dire, sur certains postes, pour aller chercher des compétences autres. Voilà, si Alexandre aussi évoque son parcours aujourd'hui, c'est bien justement parce qu'il a des facilités à s'exprimer qui nous avaient séduits à l'époque et qui sont aussi toujours les bienvenus. C'est quelqu'un qui a un relationnel facile. C'est quelqu'un donc qui va forcément s'intégrer facilement aux équipes, du coup qui va venir aussi leur apporter des choses. C'est quelqu'un de humble et je vais m'arrêter là pour les fleurs, hein, Alexandre. Je C'est ça, choses, mais bon, voilà, on n'est pas là pour ça. On le fera en off tous les deux. Mais non, ouais, c'est vraiment l'idée de pouvoir en tout cas s'appuyer sur d'autres choses que les simples compétences techniques et en effet la résilience, la capacité à travailler et à aller chercher vos propres projets, la capacité à montrer aussi que vous êtes passionné par ce métier. Et je pense que s'il y a bien un métier dans lequel il y a beaucoup de passionnés, c'est celui-ci. Et puis la capacité surtout à ne pas lâcher. Ça ne veut pas dire pour autant bosser jusqu'à 1h du matin toutes les nuits pendant 10 ans, hein, loin de là. On ne recherche pas du tout non plus ce genre de profil. Mais il y a vraiment cet intérêt-là aussi qui vient un peu compléter les projets sur lesquels vous allez travailler et qui donne une candidature qui viennent étoffer très clairement une candidature assez forte, quoi. Et on partage complètement ce qui est dit aussi. Et ça, pour le coup, j'apprécie vraiment la remarque parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire très facilement chez Link Value. On s'autorise aussi à échanger avec forcément des personnes de tout horizon. On ne se ferme absolument pas de porte chez nous et c'est ce qui rend, moi en tout cas, mon métier aujourd'hui chez Link Value très agréable. C'est qu'on me permet d'échanger, même si la personne ne coche pas toutes les cases ou inversement, même si on ne coche pas toutes les cases pour la personne, cet échange-là apporte forcément des choses. Et très clairement, enfin voilà, c'est quelque chose que j'adore faire dans le cadre de mon travail, de pouvoir échanger, de pouvoir apporter des conseils aussi.
Je ne prêche pas que pour ma paroisse. Le but, c'est aussi de vous apporter des billes pour que vous puissiez réussir. Et si demain, vous réussissez parce que je vous aurai poussé au bon endroit ou Alexandre vous aura partagé le bon contact, on sera d'autant plus ravis que si demain, vous venez bosser avec nous aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de pertinent que d'orienter vos candidatures spontanées vers des boîtes qui vous parlent, vers des entreprises avec lesquelles vous partagez peut-être certains contacts ou certaines personnes qui pourraient vous aider. Ouais, complètement. Ce que tu as fait, toi d'ailleurs, Alexandre, ce que tu évoquais, où il y avait un contact du coup qui était déjà chez Link Value, c'est ça? Ben, c'est ça, et puis en plus, alors il y a le contact et il y a aussi le fait que bah, clairement, en fait, quand il m'en a parlé, il m'a dit regarde un peu le site de LV. Je prêche pas forcément pour que vous veniez tous bosser pour LV. Hein. C'est pas l'idée, c'est pas forcément ça. Même s'il peut y avoir des gens qui intègrent notre équipe peut-être par la suite, si vous en avez la chance, ce serait super cool. Mais c'est surtout pour dire que il m'a dit bah regarde et tu vas voir c'est vraiment une entreprise qui a des bonnes valeurs, etc. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. C'était une entreprise qui était alors c'est bizarre parce que c'est une ESN, donc tu vas chez les clients, etc. On est là pour faire de l'argent, etc. Mais elle est vraiment tournée vers l'humain et du coup c'est ce que moi j'ai vraiment kiffé. Enfin vraiment c'est ce que j'ai aimé, c'est le côté on peut choisir ses projets, on peut discuter, etc., des difficultés, etc. Et c'est ce qui m'a plu et c'est ce que moi j'ai essayé de faire quand j'étais manager, etc. C'est ce que moi j'ai essayé de prôner, d'aller vers les gens, l'empathie, etc. Ce qui n'était pas forcément facile tout le temps, mais du coup ça a matché avec mes valeurs. Et du coup, j'ai eu d'autant plus plaisir à postuler et après, bah, forcément, à être pris. Mais tout ça pour dire que la candidature spontanée aussi peut marcher si, par exemple, voilà, vous partagez des parcours peut-être particuliers qui peuvent matcher avec une entreprise ou des valeurs, etc. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il faut l'avancer dans votre candidature. Je pense vraiment que là, à ce moment-là, une candidature spontanée, c'est pas juste envoyer un CV, mais je pense que là, pour le coup, un petit message personnalisé, une petite joke, un petit truc qui ferait que le recruteur, il se dit ah ouais, attends, le gars, il me parle de ça ou la fille me parle de ça. Moi, ça match avec moi. Je sais pas, je vais vous dire des bêtises, mais nous, par exemple, chez nous, on a des recruteurs, ils adorent les Pokémon. Bah, bah du coup, un petit Pokémon dans le truc, voilà, ça attire l'œil. Mais voilà, c'est un petit titre parmi tant d'autres, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être, voilà, un petit trait d'humour un petit trait d'humour dans votre présentation, voilà, ce genre de choses. Essayez de vous démarquer en fait. Moi par exemple, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est je vois tous ceux qui sortent des bootcamps sur leur profil LinkedIn, ils ont tous le même, avec une espèce de truc vert autour disant qu'ils sont prêts à l'emploi, ce genre de choses. Moi personnellement, je sais pas si c'est la meilleure des choses. Régulièrement, je suis assailli de demandes sur LinkedIn de personnes qui viennent de finir leur formation parce que c'est le parcours classique. Hein. C'est une fois qu'on a fini la formation, on nous dit bon, maintenant il faut que vous ayez tant de personnes sur votre réseau social pour avoir le plus de. À chaque fois que vous partagez un CV, hop, ça diffuse beaucoup. Donc du coup, bah, on regarde développeur, PHP, clac, 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 clac. Tu cliques sur LinkedIn et tu essayes d'ajouter le plus de monde possible. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, ça fait un peu formaté, bah, ils sont tous pareils. Et je pense que un profil un peu différent, un peu plus, je sais pas, qui est un peu plus travaillé, peut-être plus personnalisé, va plus vous servir. Je pense que va plus matcher avec les recruteurs. Bah voilà, Sef Doris, enfin vraiment, je pense que ça peut peut-être vous aider, hein, mais je sais pas, vu qu'il y a des centaines et des centaines de mecs, de personnes qui ont cette espèce de logo autour de leur profil, je pense que quand les entreprises elles sont assaillies de demandes LinkedIn avec ce profil-là, je suis pas persuadé qu'elles accèdent à toutes les demandes. Et je voulais juste revenir avant que bah voilà, faut que tu mettes ton t-shirt Evoli. C'est exactement ça. Mais c'est pas avec moi que ça. C'est pas moi la personne concernée. Non, c'est pas toi. N'allons pas sur les Pokémon avec moi. Vous allez me perdre très rapidement, je pense.
C'était vraiment voilà, c'était pas, je dis pas de mettre des Pokémon partout, hein, c'est vraiment, l'idée c'est de personnaliser un peu vos demandes. Voilà, c'est plus ça en fait qu'il faut retenir dans mon intervention. Ouais, Je voulais et juste revenir sur, pardon, sur Nuage de Cube, qui a dit un truc que plus haut et en fait on n'en a pas parlé. Il disait que en gros, l'idée c'était pas uniquement de faire des sites internet, mais plutôt des systèmes développés localement et fonctionnels. Alors effectivement, l'idée, si tu parles de fonctionnel en disant faut que ça fonctionne, ouais, c'est mieux quand même quand ça fonctionne. En vrai, on est d'accord, on n'est pas là juste pour faire du flan et pour faire des choses qui fonctionnent pas. Euh, et plus développer localement, bah, je pense vraiment qu'on a une chance actuellement. C'est le fait de se dire que là, par exemple, j'ai bossé récemment pour une entreprise qui est à Lyon, en full télétravail. Donc, quand on parle du localement, c'est très bien parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de beaucoup de transport. La personne, on va dire, il y a moins de frais dans le peut-être moins de CO2, etc. Enfin, on est un peu plus vert, un peu plus écolo quand on développe plus localement. Mais la chance qu'on a actuellement, et le Covid a vraiment accéléré ça, c'est même si voilà, si c'est tragique, etc. Ce qui s'est passé, etc. Mais en tout cas, le Covid, en passant par là, a fait que les entreprises se sont beaucoup tournées vers le télétravail et acceptent de plus en plus une personne qui va être dans le centre de la France et qui va travailler pour Paris. Ou qui va travailler pour une entreprise qui va être basée à Lyon, à Toulouse, voilà. Euh, Moi, la personne avec qui je travaille là actuellement est à Rennes, vient une fois par semaine sur Paris, mais le reste c'est en télétravail et ça se passe très bien. Donc je suis d'accord, c'est mieux, on va dire, c'est pour la planète si c'est développé localement, etc. Mais la chance, c'est qu'on peut travailler limite à l'autre bout du monde. Alors je vous dis pas hein, les trucs sur YouTube où les gars ils vous disent que vous pouvez gagner 10K en étant à Bali avec un Mac posé sur les genoux devant une piscine bleu azur. Il y en a pas beaucoup. Il y en a hein, des gars qui arrivent. Mais c'est pas la majorité. Hein. Moi, je travaille sur ma chaise, dans mon salon, voilà, sur mon PC. J'ai pas de piscine à côté de moi. Je gagne pas 10K. On va parler de la rémunération après. Mais voilà, faut comment dire. Voilà, je pense que c'est une chance, c'est qu'on peut travailler même pour une entreprise qui est basée à l'autre bout du monde avec le numérique. C'est possible, c'est possible. ouais, et complètement. Et en effet, il y a de plus en plus de boîtes, comme tu l'as dit, Alexandre, hein, ce que nous dit Julien également dans le chat, qui, même à l'étranger, démarchent des devs plus seniors en remote pour bosser en full remote. Ça, voilà, je pense on a franchi aussi un gap qui n'est pas totalement encore pleinement en place, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont réticentes à ça, très clairement. Mais on est sur des modèles aussi qui sont, comme le disait Alexandre tout à l'heure, des modèles hybrides qu'on peut retrouver en 3 jours, 2 jours, ou des déplacements qui sont, pour certains, qui restent importants dans la relation avec l'équipe, mais en effet, des entreprises étrangères qui sont peut-être un peu moins regardantes sur ces sujets et qui démarchent d'ailleurs tout type de profil, hein, recruteurs compris, pour bosser en remote. Moi, je voulais revenir aussi sur un petit point, du coup, et ce côté très réseau. Je pense que vous êtes aussi dans un univers et dans un métier où le réseau est hyper important et où il y a une sorte de solidarité aussi un peu entre les développeurs, justement. En tout cas, je vois très peu voire même pas du tout, hein, de développeurs qui ne sont pas bienveillants, qui ne sont pas dans le partage, qui n'ont pas envie aussi d'apporter des choses. C'est valable aussi pour les recruteurs, figurez-vous. Il y a beaucoup de recruteurs qui sont bienveillants, contrairement à ce qu'on peut évoquer aussi, ou par rapport aussi aux retours que vous pouvez avoir, qui sont bien souvent automatisés. C'est un point qui est important dans le sens où des recruteurs, lorsque vous postulez de manière un peu traditionnelle, comme vous l'a dit Alexandre, vont peut-être pas nécessairement prendre en considération et vous faire le retour le plus personnalisé du monde, parce que justement vous avez diffusé la même candidature à 50 entreprises et que finalement c'est difficile pour nous aussi de vous fournir un retour qui est différent de ces 50 autres entreprises. Par contre, en effet, aller chercher un recruteur ou un développeur d'ailleurs
sur LinkedIn ou sur un autre canal pour échanger avec lui, sans dire qu'il y ait tout de suite un rapport ou une relation de candidature ou d'apprentissage, pour simplement peut-être prendre un témoignage, prendre des infos, marcher sur un territoire donné, sur Lille, sur Paris, sur Lyon, et j'en passe, sur Toulouse. C'est aussi quelque chose qui peut vous servir, qui peut aussi vous permettre de développer un petit réseau de personnes de confiance qui, pour le coup, seront là aussi et pourront, du coup, peut-être vous rendre aussi un peu l'appareil à un moment donné, lorsque ces personnes-là seront peut-être à votre place, et inversement, parce qu'on est tous demandeurs d'emploi un jour ou l'autre, ou tous peut-être en reconversion aussi dans les années qui suivent. Donc, c'est important de créer ce réseau, de créer cette émulation, de la garder lorsque vous sortez de ces parcours de formation où vous allez échanger avec une dizaine de personnes dans le même cas que vous, et d'avancer en tout cas en gardant du lien et en continuant à le créer. Je pense que c'est aussi un moyen de pouvoir sortir un petit peu votre épingle du jeu et d'arriver à vos fins. Voilà pour la petite parenthèse et la petite solution complémentaire aussi. Donc on a Nizenben qui nous dit j'ai commencé sur Ruby au wagon, maintenant je m'oriente vers Python via le parcours alternance d'Open Classroom. Est-ce que le choix de langage est vraiment limitant? Peut-on s'adapter à une autre stack technique facilement? On peut s'adapter. En vrai, c'est notre boulot de tous les jours. Moi, si je devais, voilà, parler de mon boulot de tous les jours, c'est vraiment la capacité la plus importante, ça va être l'adaptabilité. C'est de passer d'une techno à une autre, essayer de jongler avec ça. C'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. Moi, je me suis rendu compte que plus je vieillissais, quand je me suis mis à apprendre le dev et tout, je me dis waouh, il faut que je fasse remarcher mon cerveau, etc. C'est un peu bizarre dit ça comme ça, mais voilà, c'était pas forcément facile. Mais par exemple, après 4 ans, j'ai eu 2 ans d'apprentissage entre l'autodidacte, ma formation et maintenant 2 ans de dev pro. Je me rends compte que de monter sur une nouvelle techno, une nouvelle compétence, ça va assez vite. Ça va assez vite. J'ai fait un projet il y a quelques mois sur de l'Angular et donc du JavaScript, du TypeScript, c'est sur couche quoi. Du coup, en quelques jours, j'avais appris comment développer sous Angular. Bon, JavaScript, je le maîtrise pas, hein, je suis pas, mais en tout cas, j'arrivais à faire des modules, j'arrivais à produire. Il y a énormément de ressources sur Internet. Énormément. Et comme le disait Aurélien, la plupart des développeurs sont bienveillants, ou en tout cas dans votre équipe, vous en aurez au moins un qui sera bienveillant. Et donc du coup, vous pouvez vous tourner et poser la question, si vous êtes en difficulté. Après, si c'est changer de stack là en cours de route, peut-être, je sais pas, je sais pas ce qui serait le plus facile. Moi, pour vous donner une idée, moi j'ai beaucoup aimé PHP au départ, mais je me suis surtout orienté vers du back. Alors parce que j'ai pas forcément beaucoup d'appétence pour le front, même si de plus en plus je vais vers le front. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression, en tout cas dans les annonces qui passaient, etc., qu'il y avait énormément d'annonces pour du PHP et surtout pour du back, pour des API, pour des choses comme ça. Et donc j'ai un peu fait en sorte d'aller vers où il y a le plus d'embauches. Donc j'ai choisi un langage, quitte à potentiellement à un moment donné bifurquer dans ma carrière et apprendre une fois que j'ai mis un pied dans la ruche, on va dire. Du coup changer vers une stack qui m'aurait plu un peu plus, que j'aurais peut-être mis un peu de côté en attendant que j'ai les moyens de changer sans que ça soit compliqué. Ouais. Python, c'est effectivement bien placé. C'est super bien placé au niveau du bac. C'est très souvent utilisé par les data scientists, les data ingénieurs, etc. Pour tout ce qui est l'analyse de données, etc. C'est très rapide, ça marche très bien. Voilà. Donc non, il y a beaucoup de boulot en Python. Il y a pas de problème, hein. Je prône pas ma paroisse. Je suis pas du tout un développeur à dire PHP c'est mieux, etc. J'en ai vraiment. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a un langage qui est mieux qu'un autre, etc. Je suis pas là les courbes du meilleur langage de l'année, etc. En fait, je m'oriente surtout vers où il y a du boulot. Ouais, Voilà. je pense que ça va de pair, du coup. Pour l'instant, c'est ma façon de voir les choses.
C'est vrai que ça peut, enfin, c'est ce que je vous évoquais aussi tout à l'heure, c'est aussi d'aller chercher des signaux du marché, très clairement, de pouvoir discuter avec beaucoup de monde, des développeurs qui sont déjà bien établis, des recruteurs, des profils en entreprise, etc. C'est d'aller chercher ces signaux-là pour aussi vous aider à vous orienter sur les premiers langages, ceux qui sont le plus recherchés, ceux qui ont peut-être le vent en poupe aujourd'hui, mais qui commencent à se casser un peu la gueule et inversement. Et puis ceux qui sont clairement établis. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle. Enfin, moi, de mon côté, j'entends beaucoup parler de JavaScript, de ce type de Énormément. framework-là, qui sont faciles à prendre en main, visiblement. Pas pour moi, mais pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de creuser là-dedans. C'est aussi un langage qui est très permissif, qui commence aussi à trouver des limites dans certains types d'entreprises parce que justement, de par ce côté un peu trop permissif, on se rend compte qu'on accumule une dette qui est assez forte. Et les frameworks Et sont là que, aussi pour cadrer les choses. Donc, ouais, ça permet de. carrément, et on s'oriente aussi, enfin, j'entends aussi de plus en plus revenir le côté TypeScript, du coup, qui peut être aussi un peu plus typé, qui peut éviter un peu plus de dérives. Donc, bien entendu qu'il y a aussi ce regard-là à avoir. Et puis PHP Symfo, c'est vrai que c'est aussi un langage qui est aussi très présent et très, très utilisé, comme beaucoup d'autres, hein, mais qui sont peut-être un peu plus vieillissants, qui ont un peu moins le vent en poupe, mais qui sont clairement établis et sur lesquels il y a beaucoup de taf également. Donc, bien entendu qu'il y a des très bons choix. J'entends parler aussi de Go, de Rust, de Flutter, autant de langages qui sont un petit peu plus exotiques aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Bien entendu que ce sont peut-être des langages qui vont percer un jour ou l'autre, mais faites attention aussi. Pour le coup, Flutter, on est sur un framework et c'est du Dart dedans, mais Ouais, effectivement, tu allais dire, Aurélien, faut peut-être aller plus vers des choses un peu établies. Et je ne sais pas si tu allais continuer là-dessus, mais ouais. exactement, ouais, carrément. C'est des choses qui sont un peu plus établies en entreprise et pas nécessairement chercher à tout prix l'exotisme, on va dire, sur des langages qui ne sont pas encore totalement matures ou des langages qui ne sont pas encore utilisés par la plupart des entreprises C'est ça. euh, pour X ou Y raison d'ailleurs. Moi, c'est le choix que j'ai fait, vraiment. Hein. Après, je vous dis pas de faire le même, etc. C'est pas ça, mais moi, j'ai fait le choix d'aller vers le langage, on va dire, où il y avait le plus de boulot à ce moment-là, au moment où je regardais un petit peu quel langage sur quel langage aller. J'étais allé un peu sur du Java. J'avais essayé de faire un peu de Kotlin, etc. J'avais voulu faire du mobile. J'avais pas forcément les compétences à ce moment-là. En tout cas, moi, il y a des choses que je comprenais pas, etc. C'était compliqué. Avec PHP, je trouvais ça beaucoup plus simple, etc. Du coup, ça m'a permis de rentrer dans le milieu du dev de façon peut-être un peu plus facilement. Maintenant, effectivement, moi, je pense pas qu'il faille sauter en tout cas d'un langage à l'autre. L'idée, c'est vraiment, enfin, essayer de vous donner un cap, vous dire, ok, je choisis un peu un langage. Moi, j'ai changé en cours de route. Hein. J'avais commencé un peu par du Java et vraiment, enfin, je me suis dit, ok, je pars dans une entreprise qui va être très très compliquée, même s'il y a énormément de boulot là-dedans. Mais du coup, à un moment donné, j'ai bifurqué et j'ai dit, ok, je pars sur du PHP. Et là, du coup, ça m'a plu et j'ai continué. Là, par exemple, j'apprends JavaScript au fur et à mesure de mes expériences et donc j'apprends un nouveau langage. Moi, je pense sincèrement qu'il faut se donner un peu un cap. Il faut se donner un peu un cap et essayer de le suivre, essayer de persévérer, essayer de comprendre un peu les mécanismes derrière le langage, ce que ça implique dans le milieu dans lequel vous allez évoluer. C'est-à-dire, enfin, il y a plein de choses. Hein. Il y a la charge avec le langage. Il y a, comme tu dis, le fait que ça soit typé ou non, le fait qu'il y ait une grosse communauté. J'ai vu ça dans le chat à un moment donné. Je sais plus qui en parlait, mais globalement, c'est vrai que c'est pas mal, même au quotidien, juste pour pouvoir être aidé au quotidien dans son boulot, d'avoir une grosse communauté derrière. Euh, et là, effectivement, moi, il y a peu de moments où je tombe sur quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas déjà rencontré, n'a pas déjà posé sur Stack Overflow et n'a pas déjà reçu des réponses d'autres développeurs qui connaissaient une solution. C'est vrai que ça me facilite grandement la vie dans mon travail. Le fait d'avoir une grosse communauté derrière le langage, pour le coup PHP, ça me facilite pas mal la vie. Après, si vous avez choisi Python,
let's go, hein. Enfin, il y a une communauté qui est quand même assez importante, qui se développe de plus en plus. C'est un langage qui est de plus en plus prisé, etc. Allez-y, hein. Enfin, c'est vraiment si vous avez fait ce choix-là et que vous l'aimez, en tout cas que vous l'appréciez, bah, je pense qu'il faut un peu persévérer. En tout cas, on n'est pas sur des langages obscurs pour l'instant qui sont en voie de développement ou ce genre de choses, hein. On est quand même sur des choses établies, donc vous n'allez pas vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous avez choisi le langage qui finalement va pas fonctionner, quoi. Parce que même si Dart, etc. Enfin, je sais plus, je crois que Dart c'est propulsé par Google ou un truc comme ça. Il me semble. Bah, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de boulot, quoi. Pour l'instant, c'est des trucs hybrides pour faire du mobile et de l'Android. Je crois que c'est Android iOS. Enfin, c'est pour pas avoir à faire du Swift et du Kotlin, il me semble. Ouais, voilà, Dart, Flutter, etc. C'est Google. Moi, j'ai touché un petit peu, j'en ai fait un petit peu. C'est marrant. Enfin, moi, j'ai bien aimé. J'ai fait une petite appli, etc. En tout cas, j'ai regardé un peu j'ai regardé un petit peu globalement React Native effectivement prend le pas. Enfin, vraiment pour le coup, Facebook est trop en avance. Ils ont inondé le marché et ça fonctionne. Donc voilà. Et bah tant mieux si ça te plaît. Effectivement, tu peux faire du web avec du Django. Effectivement, ça existe. Donc et c'est pas anodin. Enfin, c'est pas deux trois sites comme ça qu'on peut retrouver dans des coins sombres du web. Il y en a beaucoup. Donc n'hésite pas à persévérer. Python est un bon choix, je pense. Et toi, du coup, Alexandre, si on doit résumer un petit peu ton parcours de manière globale et voilà, les quelques conseils clés que tu pourrais partager, du coup, ce serait lesquels et comment tu te projettes aujourd'hui dans ton quotidien? Alors, si je devais faire alors mon parcours global a été un peu semé d'embûches, hein, c'était pas forcément facile. J'ai eu des facilités parce que voilà, déjà je suis peut-être passé un peu avant la crise, etc. Ça m'a permis d'être peut-être embauché un peu plus rapidement que certaines personnes. Enfin, je sais pas. Euh, Après, si je devais donner des conseils, c'est de pas lâcher. D'une, c'est vraiment le plus important de continuer, de persévérer, de persévérer. Mais ce qu'il faut aussi faire, et ça je l'ai un peu appris à mes dépens, c'est il faut pas, je l'ai vu dans le chat, il faut pas lésiner les gens autour de vous, la famille, etc. C'est aussi important, même si effectivement votre vie en gros est en jeu parce que reconversion professionnelle c'est difficile, c'est beaucoup d'incertitudes, etc. Mais voilà, les gens autour de vous, si vous avez des enfants, de la famille, des amis, n'hésitez pas à temps en temps lâcher un petit peu du lest sur la formation, dire voilà, je souffle, je bosse pas 7 jours par semaine, je bosse peut-être 5 ou 6 jours si vraiment voilà vous êtes un peu acharné, mais voilà, gardez-vous un peu de temps de repos parce que mine de rien le cerveau il en a besoin. Moi, je vois que j'apprends bien moins quand je suis fatigué. Ça se voit un peu sur ma tête. Là, je suis fatigué parce que j'ai beaucoup enchaîné beaucoup de choses, etc. Mais pas que dans le boulot, hein. Voilà, il y a les vacances qui sont derrière où on n'a pas beaucoup dormi. Et du coup, voilà, en tout cas, l'apprentissage est moins facile quand on a du sommeil en retard. Donc, faut pas hésiter à bien dormir. Faut pas hésiter à parler aussi de vos difficultés avec les gens qui vous entourent. Je sais que c'est pas forcément pas facile de parler du web, de parler de votre boulot. Clairement, quand on commence à dire ce qu'on fait, sur quoi, enfin ce que je fais quand je code, je commence à dire les gens ils me regardent. Au début ils sont intéressés et puis bon rapidement ils sont un peu perdus. Mais n'hésitez quand même pas à parler voilà de vos difficultés, un peu de votre quotidien. N'hésitez pas à vous rapprocher de communautés. Il y a pas mal de communautés sur Facebook, etc., d'entraide ou sur le web. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que Facebook. Hein, il y a d'autres. Il y a sur Twitter aussi. Il y a pas mal de communautés de développeurs, etc. Voilà. Je pense que le conseil que je peux donner, c'est voilà, de pas lâcher, de continuer à apprendre, de faire des petits projets en annexe, de s'occuper des siens, de sa famille, etc. De pas être gentil effectivement de demander des acomptes au début si vous êtes développeur freelance
Je pense que ouais, on reste dans le monde du travail hein, quand même, faut pas l'oublier. Mais voilà, l'idée étant que si vous cherchez une petite première expérience, aider l'association du coin peut vous être profitable. Euh, Il y a aussi un petit sujet, tu vois, justement, c'est aussi, je pense que si vous avez choisi cette voie-là, j'imagine, et j'ose espérer que c'est pour les bonnes raisons, vu le taf, en effet, que vous avez évoqué, Alexandre, le travail qui a mené, du coup, pour vraiment atteindre, en effet, cet objectif-là. Les raisons sont nombreuses. Il y a forcément un sujet qu'on se doit d'évoquer aussi, Alexandre, parce que c'est quand même le gros sujet aussi qui amène pas mal de monde à se reconvertir dans ces métiers-là, c'est le sujet de la rémunération. Exactement. Ce sont en effet, enfin, on voit beaucoup de, ouais. Non, non, on voit beaucoup d'opportunités très clairement ah bah j'ai pas de chaîne en or qui brille, etc. Hein, non. Ouais, non, mais c'est clair. Effectivement, Mais il y non, a il faut en parler. aussi On une vision que est, tu as apportée, ouais, 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 carrément. tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je vais être très transparent avec vous. 500 euros taux journalier. Alors, je sais pas. Je vais pas vous parler de mon taux journalier parce que moi, pour le coup, je suis en CDI et et donc du coup, j'ai un salaire fixe. Mais globalement, j'ai été embauché à 32 k, il me semble. 32 k, donc brut. Ça fait un peu plus de 2000 je sais plus, 2150 ou 2002 net. C'est pas mal. Après, il faut prendre en compte que je bosse sur Paris. Donc, c'est pas forcément le genre de salaire que vous pourrez avoir en province, en tout cas au début. Euh, mais en tout cas, voilà. Les boîtes embauchent quand même avec des salaires très 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 convenables. Moi, globalement, je suis passé je travaillais dans l'animation où je gagnais au maximum 1550-1600 euros à effectivement un peu plus de 2000 euros par mois, ce qui a été beaucoup plus facile dans mon quotidien. Donc voilà. Après j'ai connu des devs qui ont commencé à des salaires beaucoup moins élevés, des 24 ou 28 k. Euh, voilà. Donc il y a aussi ce genre de choses. Après, je sais pas si au bout de 150 entretiens, de temps en temps, il faut pas accepter un salaire un peu moins élevé pour rentrer, pour mettre le pied à l'étrier, quitte à quitter sa boîte au bout d'un an quand on a réussi, et puis aller vers un salaire un peu plus important. Après, clairement, il y a peu de chances que vous soyez à 50 k d'emblée. Hein. C'est pas vrai. C'est plus l'ère enfin, on n'est plus dans l'époque des développeurs qui sont payés avec des cachets de superstars. Il y en a encore, hein, mais c'est des petites niches un peu particulières, etc. Après, vous allez peut-être trouver l'entreprise parfaite qui vous paye beaucoup, mais voilà. Globalement, c'est plutôt entre 30 et 35 k quoi. Les salaires de début. Effectivement, moi, bah là, pour parler de LV, ticket restaurant, baby-foot, il n'y a pas de baby-foot chez LV, mais il y a il y a une console, etc. Après, moi, par exemple, on n'est pas beaucoup chez LV. Moi, je suis en conseil, donc en fait, c'est-à-dire que je vais chez les clients. Là, par exemple, je suis allé dans une boîte qui est basée du côté de Clignancourt. Et là, effectivement, piscine à boules dans salle vitrée, baby-foot, jeu d'arcade, ping-pong à l'intérieur, distributeur de M&M's. Enfin voilà, il y a des boîtes qui sont en mode start-up et qui veulent un peu appâter le développeur en lui proposant des petits trucs un peu sympas. Mais Ouais, je rebondis, du coup, ça fait partie pas des mauvaises raisons. Une piscine à balles, non, c'est sympa quand même pour bosser, avoir sa petite piscine à balles à côté, c'est toujours agréable. Mais non, il y a pas vraiment de mauvaise raison pour répondre à Youno. Euh, J'évoquais par contre les bonnes raisons, c'est de se dire quand même que ce métier nous plaît, qu'on se sent bien dans ce qu'on fait au quotidien et qu'on va pas simplement chercher un salaire à la fin du mois parce que vous faites n'importe quel métier, si vous, je pense, hein, si vous allez uniquement pour chercher une PlayStation, un baby-foot ou un salaire à la fin du mois, je pense que le reste de votre vie va être un peu longue. Et surtout quand on fait une reconversion, bien entendu qu'après on peut y aller, comme vous l'a dit Alexandre, un levier.
de motivation nécessairement. Le salaire, comme tout le monde, on ne va pas se mentir. Par contre, ça ne peut pas être le seul qui rentre en considération. Et si vraiment c'est le cas, malheureusement, vous prendrez peut-être un peu moins de plaisir à évoluer dans ces métiers-là qui sont très riches et, comme vous l'a dit Alexandre, qui évoluent constamment. Et d'ailleurs, ça fera aussi le point le point d'après, Alexandre. La transition est toute trouvée, mais aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, tu continues à apprendre. Même après 2 ans, comment tu te projettes justement aujourd'hui dans ce métier-là et comment tu vois les choses, toi? Là, par exemple, je viens d'aller, je vais sur un projet d'un an pour une grosse société. Alors, je reste bosser pour Link Value, hein, mais chez un gros client où du coup, on se projette sur une année pour développer un site e-commerce pour la ville d'Amsterdam, donc un gros truc. Pas mal d'apprentissage, beaucoup de choses. On part from scratch, on part de zéro. Il n'y a pas de, enfin le truc part de zéro complet. L'équipe a été montée récemment, donc je pense qu'il va y avoir des beaux sujets à explorer. Après, si globalement, je veux dire un peu ce que je dois, enfin ce que je vais faire dans mon futur, c'est un peu revenir sur ce que j'ai appris. J'ai passé 2 ans là à être un peu comment dire dans le jus, c'est-à-dire j'apprenais beaucoup de choses. Enfin, je découvrais entre les façons de travailler dans les différentes missions que j'ai pu faire ou avec les différentes personnes qu'on rencontre, etc. Les différents développeurs avec qui je travaille. Donc il y a voilà, il faut apprendre les process, etc. Il faut apprendre plein de techno, il faut apprendre plein de frameworks, il y a un écosystème dans le milieu du web qui est gigantesque. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, du coup, euh, j'ai beaucoup ingurgité de savoir, on va dire. Et là, en fait, au bout de 2 ans, par exemple, je le disais tout à l'heure, mais je me suis heurté lors d'entretiens à, ok, je sais pas forcément l'expliquer. J'ai travaillé sur cette techno, j'ai travaillé sur cet outil-là. Je sais pas forcément bien expliquer comment on l'utilise ou ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Et donc, du coup, c'est ça, énormément d'acronymes. Et en fait, du coup, là, l'idée, c'est d'un peu plus creuser les choses, essayer d'aller un peu plus dans le cœur des sujets. Moi, si par exemple je parle de Symfony, là, je vais bosser sur du Symfony 5. C'est très magique, Symfony 5, c'est super. Hein, s'il y a avec les trucs qui se font tout seuls, on a des commandes qui permettent de générer, mais ça date déjà depuis un petit moment. Hein, c'est pas sur Symfony 5, mais Symfony récemment, voilà, ça permet de générer tout seul des contrôleurs, des services, des entités, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu magiques, on va dire, même si c'est pas magique, hein, mais voilà. En tout cas, on voit pas la mécanique derrière. Mais là, j'ai un peu envie d'apprendre ce qui se passe derrière, et c'est là-dessus que je vais m'orienter. Voilà. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal parce que repartir un peu sur les patterns, repartir un petit peu sur du PHP, mais sans framework, ce genre de choses. Voilà. Très bien, très clair. Ouais, c'est ce que tu sais quoi, c'est marrant parce que j'étais en train de lire ça. J'étais en train de dire est-ce qu'il y a des développeuses dans vos équipes? Là, par exemple, il y a une développeuse qui bosse avec moi. Ouais. Dans l'équipe d'avant, j'avais 2 développeuses qui bossaient avec moi. Alors clairement, il n'y en a pas beaucoup. Là, on a une majorité d'hommes, mais il y a quand même pas mal enfin, il y a quand même de temps en temps des développeuses qui travaillent dans les équipes et ça se passe plutôt bien. C'est plutôt rafraîchissant, on va dire. C'est plutôt cool d'avoir des femmes dans les équipes. Ça permet peut-être un peu moins graveleux entre nous les hommes, etc. Et souvent elles sont très compétentes. Et donc du coup ça donne vraiment un plus de temps en temps dans les équipes. Voilà, ça arrive d'avoir des développeuses. Complètement, et on y travaille aussi, nous, côté Link Value, c'est un point important. Enfin, moi, au travers aussi de mon activité, forcément, je considère toutes les candidatures de la même manière. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. Mais je travaille en parallèle et j'accompagne une association qui s'appelle Elle Digital et qui accompagne aussi des profils féminins vers la reconversion et notamment dans les métiers du numérique. Et justement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisqu'on a l'impression qu'il y a énormément d'hommes dans ces métiers. Les femmes n'osent peut-être pas trop y aller, ou il y a encore aussi cet écart-là
et je suis ravi que tu connaisses Seth Dory. Du coup, on aura l'occasion d'en discuter alors. Mais il y a des écarts qui ne s'expliquent pas, notamment dans ces métiers, entre les hommes et les femmes. Et justement, on essaye et on s'efforce au travers de différentes actions aussi de valoriser à compétences égales les mêmes parcours et d'aider aussi les développeuses à toucher un peu à ce métier qui est totalement ouvert aux femmes, très clairement. Et là, pour le coup, je vois aucun problème entre, entre un homme et une femme dans ce type de métier-là, quoi. Même de manière globale, hein, soyons bien clairs, mais là, pour le coup, sur le métier, il y a en effet beaucoup de place pour les femmes. C'est une certitude. Bah, on va faire un petit coucou à bienvenue Xenox, hein, qui nous a rejoint. Effectivement un peu tard, mais tu pourras retrouver le live. On a parlé, euh, on a parlé plutôt en bien de notre métier et tout, donc voilà, et de toute cette reconversion. Je pense que tu pourras le retrouver un peu plus tard. Il me semble qu'il sera disponible encore sur Twitch déjà. Et je sais pas après peut-être sur d'autres plateformes, mais déjà sur Twitch, ce sera déjà bien. Et je crois sur YouTube dans la foulée, Sur YouTube, exactement. Ouais. effectivement. Effectivement. Top. Et après, bien entendu, que tu pourras nous contacter si tu as des questions. D'ailleurs, c'est, je crois, le moment des questions, parce que je pense qu'on a fait le tour. Du coup, Alexandre, je sais pas si... J'essayais un petit peu de revoir les questions qui ont été posées, les choses où on n'a pas forcément répondu. Alors, qu'est-ce que si tu as des choses que tu vois qui sont alors des candidatures spontanées, on en a parlé. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, tout simplement si vous N'hésitez pas à souhaitez les nous poser si on contacter, n'y a pas répondu, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. Euh, J'ai une question là qui vient d'apparaître aussi en remontant. Est-ce que je suis Aurélien Régard? Oui, je confirme être cette personne, Youno. Donc je ne sais pas si ça peut te servir ou si vous voulez rentrer en contact d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est bien moi. Aurélien Régard, j'ai un peu plus de barbe. J'ai peut-être un peu plus vieilli par rapport à la photo, mais c'est bien moi. Et vous pouvez bien entendu poser vos questions aussi si vous n'en avez plus. Du coup, au travers des échanges que l'on a pu avoir. Ok, Brice, ouais, très bien, exactement, sur Lyon. J'ai noté également de te répondre, parce que j'ai pris aussi connaissance de ta situation et de tes évolutions, donc c'est top. On a une question concernant l'intégration des juniors. la mission de papa est importante. Effectivement, on va dire avant de répondre à la question de Julien, je connais, hein, j'ai la même à la maison, j'en ai deux. Et du coup, passe une bonne soirée. Bonne Samy, soirée, ouais. c'est super de t'avoir sur le live. T'as énormément participé et c'est vraiment cool. Voilà. En tout cas, lâche pas. Vraiment, tu vas y arriver. Et Bon si courage. hésite pas, hein, il y a nos mails, hésite pas si tu as besoin de poser des questions, etc. On y répondra avec plaisir. Top, super. Ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes que ça a reboosté, du coup, et j'espère que vous garderez cette dynamique-là. Donc, pour répondre du coup à la question de Comment les Julien, juniors sont-ils intégrés chez Link Value? ouais, je dirais comme de manière générale, un peu comme tous les profils. C'est vrai on apporte une attention particulière peut-être aussi à des profils qui seraient un peu plus juniors sur l'accompagnement et la montée en compétences, notamment au travers d'actions de mentorat, où il n'est pas rare que lorsque le gap entre, comme on le disait, hein, les compétences techniques, entre guillemets, le niveau que vous pouvez avoir et les potentielles missions que l'on pourrait vous proposer et pas trop conséquent et qu'on se sent la capacité d'avancer et que nos développeurs ont aussi la bande passante pour pouvoir nous accompagner sur la démarche. L'idée, c'est qu'on puisse aussi
justement vous mettre très tôt en relation, enfin dès votre intégration, voire même avant, en relation avec un développeur chez nous pour pouvoir monter en compétence sur les sujets qui vous manqueraient, qui vous feraient défaut, et pour vous permettre d'être tout de suite opérationnel et de démarrer dans les meilleures conditions, de ne pas avoir le boulot au ventre. C'est important aussi de se sentir bien dans son quotidien. Et c'est aussi pour ça que voilà, on mobilise parfois, lorsque ça nécessite, des mentors chez nous, et encore une fois, lorsqu'ils ont la bande passante, parce que c'est, comme vous l'a dit Alexandre, on a une petite entreprise aussi. On a beaucoup de partenaires dans des situations qui sont très différentes et dans des contextes qui sont pour le coup toujours relativement challengeants. Mais lorsqu'on peut le faire, on le fait avec plaisir et en général, ça se passe très très bien. Voilà. Et sinon, Julien, en effet, il y a toute cette volonté d'accompagnement qui est présente aussi chez nous, hein, de manière globale. Et ça, c'est valable pour tous les devs, où on accompagne tous les profils vers justement cet épanouissement, on va dire, dans leur métier. Et comme le dit Hugo, c'est avoir envie de se lever le matin. Déjà, ça passe par là. C'est hyper important pour nous que vous ayez la banane dans ce que vous faites au quotidien. Et c'est aussi l'un des axes un peu fondateurs d'une entreprise comme la nôtre. Ouais. Effectivement, elle est très très orientée vers l'humain. On passe finalement pas mal de temps voilà, à essayer de faire en sorte que les gens qui travaillent pour élever le fassent dans les meilleures conditions possibles, malgré la crise, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les difficultés hors crise hein, qu'on peut rencontrer dans le travail, etc. En tout cas, les gens sont présents et pour donner un petit exemple, voilà, on a d'autres choses. On n'a pas que de l'accompagnement, on a aussi des choses un peu plus larges, type des communautés, ce genre de choses qui essayent de faire en sorte que les gens se rassemblent un peu, les gens aient du lien. Parce que même si, mine de rien, on est une petite entreprise, on reste quand même une entreprise de un peu plus de 100 salariés maintenant. Et 100 salariés, on se connaît pas forcément tous très bien. D'ailleurs, il y en a qui sont basés à Paris, d'autres à Lyon, d'autres à Lille, d'autres à Toulouse, il me semble. Ou Non, non, Bordeaux. Bordeaux. Donc en fait voilà, on se connaît pas forcément tous, mais on fait des choses, on essaye de faire des choses ensemble, on essaye de discuter, d'avoir des moments d'échange et tout, et c'est vraiment bien, c'est vraiment challengeant et on se sent considéré. Et là pour le coup, je pense que c'est une des choses qui vraiment me plaît chez LV, c'est le fait de se sentir considéré et pas juste être un ouvrier, on va dire. C'est pas du tout péjoratif pour les ouvriers, hein. C'est vraiment une formulation peut-être un peu mal faite, mais c'était pour dire comment dire, on n'est pas juste du bétail, quoi. Voilà, c'est plus ça. Parce que parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui voilà qui ont pas forcément d'un regard sur les gens avec qui ils travaillent. Je note que vous êtes aussi à Lyon. Effectivement, on est à Lyon. Et je On est à suis, Paris, Lyon et Lille. je suis souvent dans les locaux. D'ailleurs, on a cette flexibilité encore hein, due à la crise, mais très souvent dans les locaux. Donc, si vous voulez passer nous faire un coucou aussi, avec plaisir. Voilà. Top. Je te remercie aussi, Julien, du coup, pour le petit message également. Encore une fois, on est ravis d'avoir eu l'occasion de partager ce moment avec vous. Enfin, vous avez été hyper actifs, donc forcément, on s'est senti un peu moins seuls, tous les deux, chacun chez nous. Et, et du coup, je vois passer des commentaires, désolé. Oui, qui raconte que je vis dans les locaux à Lyon. Ouais, je me sens bien dans ces locaux, donc c'est cool. Et ouais, comme je vous le disais, ravi de pouvoir, enfin, d'avoir pu rebooster peut-être certains d'entre vous, ravi d'avoir fait passer certains messages d'une réalité qui est pas toujours, toujours, comment dire, dépeinte de cette manière-là. On aborde souvent la reconversion avec oui, Alexandre a réussi, ça y est, ça se passe super bien pour lui, c'est top. Mais on regarde un peu moins l'envers du décor, par quoi il est passé. Et en effet, moi aussi, je te remercie, Alexandre. Du coup, c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Et je pense que tu as apporté pas mal de choses. Et si on peut continuer, comme on vous l'a dit, à le faire au travers d'un échange mail ou d'un café ou autre, ça sera avec grand plaisir.